comme concept inter, voire transdisciplinaire, et qui en tout cas porte des enjeux sociétaux que Marie-Daphné Perrin, le comité scientifique, le centre juridique Potier et la faculté de droit économie gestion de l'Université d'Orléans ont souhaité mettre en débat. Donc bienvenue à tous au titre de cette session. Donc pour laquelle nous accueillons 4 intervenants en situation de vulnérabilité puisque nous avons 20 minutes de retard. Donc il va falloir qu'on gère ces 20 minutes du mieux que l'on peut sans perdre en substance puisque chacun ici présent vont avoir un temps de parole donc d'une vingtaine de minutes pour aborder différents aspects du recours ou non au droit au pluriel, différents types et registres du droit, l'ineffectivité de ces droits concernant les acteurs et la société. Donc une approche qui part d'un niveau macro, puisque par exemple François Prié, professeur de droit public de l'Université d'Orléans, qui par ailleurs dirige depuis 2013 le groupement de recherche sur les institutions et le droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat, nous parlera justement à l'échelle macroéconomique de la vulnérabilité des territoires. Monsieur le professeur, bienvenue à cette table. Ensuite, Rémi Bazillet, maître de conférence habilité à la direction de recherche au laboratoire d'économie d'Orléans de notre faculté, nous parlera de la vulnérabilité plutôt économique donc des entreprises et de leur responsabilité sociale face au risque de pauvreté dans l'emploi et face au choc climatique, donc une approche économique du concept de vulnérabilité à la fois micro et macroéconomique. Nous accueillerons ensuite honneur aux hommes et donc nous terminerons par les femmes. C'est le principe de la parité dans l'autre sens. Donc Chantal Mathieu, bienvenue également, qui, maître de conférence habilité à la direction de recherche en droit privé de l'Université de Franche-Comté, s'est jointe à nous pour nous parler du droit des salariés ou des droits du salarié face aux politiques de l'emploi, donc une problématique bien concrète en ce XXIe siècle, bouleversé par plusieurs révolutions technologiques et sociétales. Et enfin, Delphine Thomas-Taillandier nous fera l'honneur de conclure cette table en nous présentant sa connaissance et l'état de la recherche sur la vulnérabilité du consommateur en droit pénal. Et là, c'est à titre individuel que le concept de vulnérabilité sera traité. Voilà, donc sans plus tarder, je propose que le professeur François Prié prenne la parole. Écoutez, merci Madame la Présidente. Donc il va falloir en effet tenir le délai. Alors peut-être certains vont-ils trouver mon propos un peu plus sec, manquant de cette patte humaine qui semble-t-il a bien caractérisé les différents rapports qui ont été présentés ce matin. Donc le but de l'exposé est d'essayer de les détromper. Alors je crois que jusqu'ici, donc ce matin et puis aussi hier après-midi, nous avons envisagé la vulnérabilité d'un point de vue catégoriel, essentiellement, c'est-à-dire que la vulnérabilité est envisagée en fonction d'un certain nombre de publics identifiés comme une catégorie spécifique par le droit. Donc nous avons évoqué pêle-mêle les handicapés, les malades, les réfugiés, les personnes âgées, les enfants, etc., etc. Et donc, mon propos est d'apporter un autre éclairage, mais évidemment un éclairage complémentaire, bien évidemment pas un éclairage antinomique, en évoquant les liens entre la vulnérabilité et la notion de territoire. Alors bien sûr, à ce stade du propos, le territoire est envisagé de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire une étendue, au sens géographique, sur laquelle vit un groupe humain. Et évidemment, un territoire qui, pour l'instant, bien sûr, n'est pas encore, en quelque sorte, formaté par le droit.
Alors, dans quelle mesure peut-on établir une articulation entre donc la notion de vulnérabilité et celle de territoire? Si j'ose dire, au moins d'une double façon. La première, c'est en disant qu'il existe, dans un certain nombre de cas, des convergences entre les vulnérabilités catégorielles auxquelles on faisait allusion et puis la vulnérabilité territoriale, puisque tout simplement la présence sur certaines parties du territoire de certaines populations, de certains publics, peut contribuer à leur vulnérabilité. Évidemment, on pense aux zones rurales correspondant à ce que le ministère de l'Agriculture appelait jadis le rural profond. On pensait naturellement aux banlieues et puis à certains cœurs de ville qui aussi sont défavorisés. Alors, deuxième façon de concevoir le lien entre territoire et vulnérabilité, dans ce cas-là, c'est un territoire, si j'ose dire, dans son ensemble, qui peut présenter certaines situations de vulnérabilité. D'abord parce qu'il peut y avoir, bien sûr, des portions de territoire d'où c'est retiré toute activité, ou tout au moins une grande partie de l'activité économique, et bien souvent, cette situation s'accompagne d'une réduction, voire d'une quasi-disparition d'un certain nombre de services au sens large du terme, qu'il s'agisse de services publics ou de services, finalement, qu'on pourrait qualifié de services collectifs. Et puis, par ailleurs, les situations de vulnérabilité peuvent aussi caractériser des territoires assujettis à un risque, que ce risque soit considéré comme un risque naturel ou un risque technologique. Donc, je crois que la première chose, si on veut aller assez vite, c'est de tenter de dresser une typologie, finalement, des rapports entre vulnérabilité et territoire, ce qu'on verra donc dans un premier temps, et puis de voir dans un second temps comment le droit, et plus précisément le droit public, entend répondre, entend traiter les situations de vulnérabilité telles qu'elles viennent d'être identifiées. Alors, Premier aspect, donc, des aspects de typologie, quelles sont les différentes variétés de situations de vulnérabilité à caractère territorial que l'on peut présenter. Je crois que si on veut faire simple, je crois qu'on peut dire que deux grandes situations peuvent être identifiées. La première, en quelque sorte, affecte les territoires en eux-mêmes, en ce sens que la menace qui est susceptible de les frapper et donc peut concerner leur intégrité elle-même. Et donc c'est toute la problématique des risques. Et puis la seconde est la conséquence de la difficulté d'accès à l'emploi et aux services qui caractérisent certaines portions du territoire national. Alors, première hypothèse, donc l'atteinte à l'intégrité des territoires, donc du fait de l'existence d'un risque. Alors, bien sûr, la problématique des risques a pris, on le sait, dans les préoccupations des pouvoirs publics, une ampleur sans précédent, mais il ne s'agit pas ici d'évoquer tous les types de risques susceptibles de se présenter, mais seuls ceux qui sont susceptibles d'affecter de manière, je dirais, à la fois pérenne et globale un territoire donné. Et donc, ici, je fais référence aux risques qui sont susceptibles d'être générés par un agent naturel ou une hypothèse technologique ou industrielle. Mais évidemment, le risque, il est pris en compte par le droit. Comment, justement, le droit s'y prend-il pour juridiciser cette notion de risque? Là encore, deux observations, si vous le voulez bien. La première, c'est que l'on peut dire que on est passé d'une prise en compte ponctuelle de la notion de risque à une approche beaucoup plus large et beaucoup plus globale. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, que l'approche globale s'est substituée à l'approche ponctuelle. Non, il s'agit d'un nouveau développement, d'une évolution de la problématique.
Prenez le cas du risque d'inondation et lisez les différentes versions de la loi concernant le pouvoir de police municipale, depuis donc la vénérable loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale jusqu'à l'actuel article du Code général des collectivités territoriales qui évoque la question. Évidemment, le texte a un peu évolué depuis 1884, mais pas tant que cela. Et en tout cas, ce qui caractérise la prise en compte du risque ici, c'est donc bien une approche ponctuelle. Et donc, comme je le disais à l'instant, on est passé à une approche beaucoup plus globale par une politique dite de planification du risque naturel qui a commencé à se mettre en place donc avec la loi assurantielle, ce qui n'est pas d'ailleurs innocent, du 13 juillet 1982, et puis bien sûr qui a été remplacée par la loi Barnier de 1995. Cela entraîne plusieurs conséquences. Le fait donc de mettre en place une politique globale, d'une part parce que cela permet d'édicter des mesures infiniment plus précises et plus contraignantes que les simples mesures qui sont susceptibles de l'être par le biais de l'exercice du pouvoir de police, parce que cette politique de prévention s'analyse comme une police spéciale, et une police spéciale qui est entre les mains de l'État, même si les collectivités territoriales peuvent jouer un petit rôle. L'essentiel, bien sûr, relève de l'État. Et puis, cette politique de prévention repose sur une base territoriale qui lui est propre, sous-entendu, bien, elle peut, dans une certaine mesure, s'affranchir des limites administratives de base, c'est-à-dire les limites administratives communales. Et puis, deuxième observation que je voudrais faire, le droit choisit finalement les risques qu'il entend traiter plus particulièrement. Alors là encore, faut-il avoir une approche générale ou plus spécifique pour les risques naturels? Eh bien, on a vu le législateur un peu hésiter, puisque dans un premier temps, le législateur avait mis en place une politique de prévention des risques naturels, mais sans exclure des procédures spécifiques qui visaient certains risques, avant donc que la loi déjà citée de 1995 ne mette en place cette fois-ci une procédure à caractère global. Faut-il éventuellement imaginer une procédure spécifique, ou tout au moins avec des éléments de spécificité pour ce risque dont on parle de plus en plus, qui est le risque de submersion marine? C'est une question évidemment qui se pose au pouvoir public et in fine aux législateurs et à la société tout entière. Et puis s'agissant du risque technologique, là encore, on sait qu'à la base, il y a la police spéciale des installations classées, et donc le législateur a mis en place certes une politique de prévention par le biais d'un mécanisme spécifique de planification, mais qui ne concerne que les risques technologiques ou risques industriels les plus graves, c'est-à-dire ceux liés à ce qu'on appelle les installations dites Seveso, pour faire bref. Alors, premier aspect du risque, donc ceux qui sont liés à, je dirais, au respect de l'intégrité d'un territoire. Et puis deuxième aspect, pour des rapports entre vulnérabilité et territoire, ce sont les difficultés d'accès à l'emploi et aux services. Alors là encore, pour faire bref, quelques mots finalement sur l'origine des difficultés qui peuvent se rencontrer sur un territoire donné d'une part. Et puis d'autre part, nous verrons que malheureusement, les territoires qui sont affectés par ce type de risque, par ce type plus exactement de difficultés à caractère économique et social, eh bien ces territoires peuvent aussi, bien sûr, être frappés par un risque naturel ou technologique. Et dans ce cas-là, il peut y avoir interaction entre ces différentes situations de vulnérabilité. Alors, tout d'abord, quelle est l'origine des difficultés ici, s'agissant de l'accès à l'emploi et aux services? Dans une première série de situations, on peut dire que la vulnérabilité du territoire est la conséquence de circonstances qui sont largement indépendantes de l'action des collectivités publiques elles-mêmes. Et on fait référence ici
à ce qui concerne les restructurations économiques dont notre pays connaît les conséquences depuis la fin des années 70, et on sait que à la fin des années 70, les premiers qui s'étaient manifestés pour tenter de trouver des solutions aux situations déjà dramatiques de vulnérabilité constatée, c'étaient les élus locaux. Et le droit de l'interventionnisme économique local de l'époque était un droit qui était quand même fortement empreint de libéralisme. Et c'est la raison pour laquelle, en profitant d'un changement de majorité, eh bien, la loi a été modifiée pour donner davantage de compétences en la matière aux collectivités territoriales et plus particulièrement d'ailleurs aux communes. Sauf que, on le sait bien, le droit de l'interventionnisme économique local n'est pas l'outil qui permet de répondre aux hypothèses de vulnérabilité économique. Et voyez en définitive la modestie du législateur telle qu'on peut la constater sur ce sujet précis dans le cadre du dernier texte sur cette question, c'est-à-dire la loi NOTRe du 7 août 2015. Dans une seconde série de situations, cette fois, le rôle de la collectivité publique peut n'être pas étranger à des situations de vulnérabilité. Voyons par exemple le cas de la politique de la ville. Alors on dira, certes, la politique de la ville, elle est là pour traiter précisément un certain nombre de situations de vulnérabilité. Bien sûr, mais sauf qu'à l'origine, les situations de vulnérabilité sont aussi dues à des décisions pour le moins mal étudiées, et notamment des décisions en matière d'urbanisme au sens vraiment très, très large du terme, qui fait que structurellement, les quartiers concernés sont des quartiers qui cumulent tout ce qu'il ne fallait pas faire en matière d'aménagement urbain. Certes, les conditions économiques et sociales de ces quartiers ont considérablement changé depuis plus d'une quarantaine d'années, mais il y a en quelque sorte l'existant, et c'est avec cet existant que la politique de la ville actuelle doit composer. Et puis, il y a également l'exemple de la réforme de la carte judiciaire, qui repose sur des logiques managériales qui, après tout, sert aussi un intérêt général, mais qui est susceptible de provoquer, évidemment, un certain nombre de difficultés quant à l'accès à la justice d'un certain nombre de populations. Nous y reviendrons d'ailleurs dans un instant. Alors, comme je le disais, les situations de vulnérabilité peuvent se cumuler, elles peuvent interagir. Donc, vous avez un territoire avec de graves difficultés économiques et sociales lato sensu, et puis un territoire qui est susceptible donc d'être concerné par un risque naturel ou technologique. Alors, de ce point de vue-là, finalement, on peut faire trois observations. Si on voit l'analyse de ce type de situation faite par des géographes, eh bien, on constate que ceux-ci insistent beaucoup sur la notion de cohésion sociétale. Et très clairement, le manque de cohésion dû à la pauvreté de la population habitant le territoire en question ne fait qu'accroître les effets négatifs d'une catastrophe si celle-ci survient. De même, un territoire où l'activité économique est moins diversifiée sera sans doute plus vulnérable parce que sa capacité de rebond, bien sûr, sera amoindrie. Alors, il faut toutefois se garder de toute analyse mécanique parce que, selon une seconde modalité, l'interaction entre vulnérabilités peut aussi jouer de manière positive. En effet, il est possible d'anticiper les conséquences économiques d'un risque naturel par une restructuration des activités économiques susceptibles d'être accueillies sur un territoire donné. Et puis enfin, je citerai simplement l'exemple du régime juridique des plans de prévention des risques technologiques, où finalement la pratique a montré qu'il pouvait y avoir des effets pervers dans la mise en œuvre de ces plans, puisque le coût des mesures susceptibles d'être
imposées aux entreprises à l'origine des risques eh bien, pouvaient entraîner tout simplement des fermetures d'entreprises, de telle sorte qu'il a fallu adapter, c'est l'objet d'une ordonnance de la fin 2015, il a fallu adapter le droit positif pour essayer de parvenir à un meilleur équilibre. Alors, comment le législateur donc peut-il répondre à ces situations de vulnérabilité? Comment peut-il les traiter? C'est le second point qui va être encore plus rapide, je crois, que de mon propos. Alors, inutile ici de procéder à une sorte d'inventaire de toutes les politiques publiques qui entendent répondre aux situations de vulnérabilité. Cela n'aurait pas beaucoup d'intérêt scientifique, je crois. Simplement, mettons l'accent sur les raisons pour lesquelles le traitement des situations de vulnérabilité des territoires est souvent malaisé. Bien, première raison, parce que les politiques publiques susceptibles de s'appliquer sur un territoire donné sont souvent des politiques à caractère ambivalent. Et j'ai remarqué d'ailleurs combien l'adjectif ambivalent avait été utilisé par ceux qui m'ont précédé à ce micro. Et puis, par ailleurs, ces politiques publiques, elles s'inscrivent dans un certain cadre institutionnel, lequel, évidemment, pas de mystère ici, pas de devinette, il s'agit de celui de la décentralisation. Donc, les politiques publiques en la matière sont tributaires des rapports bien souvent assez compliqués entre l'État et ses services d'une part et entre les collectivités territoriales d'autre part. Alors, premier point donc sur l'ambivalence des politiques publiques. Ambivalence des politiques publiques parce que tout simplement vous avez des politiques qui sont directement chargées, qui ont directement pour objet de réduire la vulnérabilité et qui pourtant posent des problèmes de mise en œuvre assez délicats. Et puis bien sûr vous avez par ailleurs aussi des politiques publiques qui visent un certain intérêt général incontestable et qui peuvent par ailleurs engendrer certaines situations de vulnérabilité. Alors premier cas, les politiques de réduction de la vulnérabilité, il s'agit ici simplement d'évoquer, là encore parce que je crois que l'exemple est absolument emblématique, celui de la politique de prévention des risques naturels. La question qui se pose, c'est de savoir à quel niveau on règle ce type de difficultés. Or, de ce point de vue-là, le droit de l'Union européenne, eh bien, il a obligé à changer tout état de cause, à la fois le droit et la pratique des autorités publiques françaises, et donc à relever singulièrement le niveau territorial où ce type de politique est susceptible d'être traité. Nous sommes passés du niveau communal et intercommunal à un niveau infiniment supérieur qui est, par exemple, en matière de lutte contre les inondations, le niveau du bassin hydrographique, évidemment, ce qui n'est absolument pas la même chose. Alors, on pourrait citer un autre exemple, mais évidemment, je passe. Et puis, par ailleurs, la politique en matière de prévention doit s'adapter en direction des populations vulnérables elles-mêmes, comme le montre le drame de la tempête Xynthia. À terme, la relocalisation des populations et des activités apparaît comme le seul moyen de prévenir les conséquences du risque de submersion marine, mais les problèmes particulièrement délicats sur le plan humain, juridique, financier liés à cette politique, bien évidemment, sont loin d'être résolus. Et d'ailleurs, peut-on dire qu'ils sont même, peut-on dire qu'ils ont même commencé à être traités? Je me permets d'en douter. Et puis, il y a aussi les politiques, comme je disais, porteuses de vulnérabilité. Alors, là encore, reprenons l'exemple, juste un peu en détail, mais pas trop non plus, concernant la réforme de la carte judiciaire. Bon, puisque c'est quand même un colloque où je crois les représentants de la magistrature judiciaire sont assez largement présents. Cette réforme, vous le savez, a été organisée donc par un décret de 2008, un décret qui a fait l'objet de recours extrêmement nombreux devant le Conseil d'État. Je crois pratiquement à un cas près, toute la réforme a été validée par le Conseil d'État. Et celui-ci, manifestement, a survalorisé dans son raisonnement, qui est quand même un peu plus complexe, que mon propos est un petit peu caricatural, mais je suis obligé de simplifier, mais le Conseil d'État a quand même survalorisé un aspect, c'est-à-dire un objectif d'accès à la justice pour
objectif à caractère constitutionnel, et au nom de cet objectif finalement constitutionnel, eh bien finalement tous les autres inconvénients et précisément certaines situations de vulnérabilité qui pouvaient en découler, paradoxalement, eh bien, ont été minorés. Et donc, incontestablement, ce n'est pas le juge de l'excès de pouvoir qui est le meilleur ami de la lutte contre la vulnérabilité sur ce point-là. Et puis enfin, dernier point, les conséquences de la décentralisation. Alors, je disais que les rapports entre l'État et les collectivités territoriales étaient évidemment assez compliqués. Bon, j'avais prévu de vous donner 4 exemples, donnons-en un seul, c'est celui de l'action sociale décentralisée. Le législateur a fait le choix de confier l'action sociale, pour l'essentiel, donc au département. Mais tout de suite, évidemment, se pose un problème. Comment maintenir une certaine égalité de traitement sur l'ensemble du territoire, tout en confiant au département la compétence en la matière. Et donc, il y a nécessairement une tension entre liberté et égalité locale. C'est un vieux thème. Alors, si on prend les choses simplement en amont, c'est-à-dire un peu d'un point de vue théorique, comment le juge constitutionnel considère-t-il la question ? Le juge constitutionnel reste extrêmement prudent lorsqu'il s'agit d'apprécier la constitutionnalité d'une loi attributive de compétences en la matière, puisqu'il nous dit une disposition législative qui attribue compétence au département n'est conforme à la Constitution qu'à partir du moment où elle ne comporte aucune rupture caractérisée de l'égalité entre les bénéficiaires potentiels. Voilà une formule bien large, bien accueillante, qui sous-entendu tolère une certaine inégalité et fatalement, bien sûr, une certaine vulnérabilité. La difficulté, c'est qu'en fait, tout cela peut se résoudre de manière assez brutale, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'argent pour mettre en œuvre la politique en question. Et l'État ne trouve pas d'autres moyens, finalement, comme le montre l'exemple tout récent du RSA, de recentraliser la compétence en la matière, et on a presque l'impression d'avoir affaire à une sorte d'échec quasiment piteux de la décentralisation en la matière, qui n'est pas finalement en mesure de répondre aux vulnérabilités en question. Alors, je termine simplement pour dire que les développements qui précèdent montrent qu'il existe non pas une, mais des situations évidemment multiples de vulnérabilité qui se déploient sur un territoire, et le phénomène étant rendu d'autant plus complexe que les différentes situations de vulnérabilité ont tendance, je dirais presque ont vocation à s'interpénétrer. Et aucune collectivité publique ne peut à elle seule les traiter. L'action publique donc doit s'efforcer de parvenir à une collaboration entre les différents niveaux de collectivité publique. Écoutez, je vous remercie.